puis, même si un jour, je pouvais comprendre qui j'étais. En quoi cela va-t-il calmer tous ces tourments qui ont envahi ce corps? Où le temps pose désormais son regard, avec trop d'insistance. Et puis, même si un jour, je pouvais comprendre ma raison d'être. En quoi cela va-t-il garantir ma féminité qui semble se dissiper à cause d'une biologie à bout de souffle? Et puis, même si un jour, par le plus grand des hasards, je pouvais comprendre le monde. En quoi cela va-t-il expliquer l'inconstance de mon corps? Un corps que je ne reconnais même plus? Ce corps est le corps du temps qui passe, avec toute sa logique, avec toute son incohérence, dont le cœur bat encore au rythme du fantasme du 90, 65, 90, corps piégé par le cauchemar. De cette douleur qui me rappelle qu'il y a des choses qui durent, se perpétuent, tandis que mon corps se fait dépasser, distancer, pour finalement devenir une ombre vague et difforme. Ça commence où, la féminité? Avec quoi prend-elle sa consistance, sa physionomie? Ça commence où, la féminité? Avec du vernis à ongles, des talons hauts, bouche colorée et lisse, un 75B, un regard, une odeur, le balancement des hanches, les règles. Aucune idée où ça commence. Par contre, je sais où cela se termine. Cela se termine une nuit à 2h02 du matin. Cette nuit-là, nuit inéluctable. En ouvrant les yeux sur l'obscurité, je vois les chiffres luminescents de mon réveil 2h02. 2-0-2. Et curieusement, je me dis qu'il est temps. Reste à savoir pourquoi, et pour qui, et comment le temps est venu. Je me lève, quitte le lit solitaire, et j'erre dans l'appartement. J'essaie de repérer des silences insolites, des lueurs inhabituelles, mais tout semble figé. Et je me dis que le monde s'est arrêté de tourner. Ensuite, je regarde par la fenêtre. Les rues sont sombres et vides. Je me dirige vers le fauteuil, mais heurte ma jambe contre un meuble. Cela fait mal, ce qui est bon signe. Je ne suis pas en train de rêver. Question de meubler la nuit vide. Je cherche une musique appropriée. Dans ma collection de 5 CD, je choisis Wagner, Siegfried Funeral. Des sons surchargés de douleur rampent des haut-parleurs sur le sol, grimpent lentement le long des murs et atteignent le plafond pour le recouvrir bientôt. La pièce est désormais drapée d'une atmosphère inquiétante, sombre, noire, sinistre. Je m'assois dans le fauteuil afin de bien m'imbiber de cette atmosphère délicieusement pesante. Ensuite, je bois une tasse de café et j'épile mes sourcils. 2 activités qu'il y a moyen de faire en même temps. Je me regarde dans le miroir. Je veux me faire belle. Lorsque je suis excitée, je suis belle. Donc, je me masturbe jusqu'à ce que je me trouve assez belle. Ensuite, je m'habille et je quitte mon appartement. Il est 5h du matin et pas un chat dans les rues. Personne pour me regarder, m'admirer, m'apprécier, voire me visiter. Bon, je décide d'aller à l'aéroport
Ah, il y a toujours des gens là. Je prends un taxi, direction Zaventem. Arrivé, le chauffeur de taxi me fait payer la course, ce qui m'incite toujours à penser que je ne suis pas en train de rêver. Dans un rêve, les taxis sont gratuits, ou bien on n'a pas assez d'argent, ou pas du tout. Enfin, soit. J'arrive donc dans le hall de départ, et je vois sur le panneau qui indique les destinations que le premier vol porte le numéro 202. 202. Bon, il y a une logique, il y a une suite dans les idées. Je prends un ticket pour le vol 202 sans même connaître la destination. Pour passer la douane, je n'ai pas besoin de passeport, donc maligne comme je suis. J'en déduis que la destination doit être en Europe. Le contrôle se passe nettement moins bien. Tous les objets de forme élancée et pointue et les liquides me sont confisqués. Je suis fouillée de haut en bas par 100 000 mains. Tous mes orifices sont scrupuleusement inspectés. Gênant. Bon, l'avion est immobile sur la piste de décollage. Puis, le régime des moteurs est poussé au maximum. Et au moment où l'avion s'élance sur la piste... Bon, je me dis que je vais un peu écourter l'histoire, autrement on en a pour toute la journée. Bon, l'avion est dans le ciel, au-dessus des nuages. Il y a beaucoup de passagers dans l'avion. Des hommes, des jolies femmes. Et puis moi... dans cette lumière d'au-delà des nuages, je rayonne. Soudain, l'embarras, la honte. J'ai l'impression d'avoir oublié de mettre un slip. Eh bien là, pour le coup, j'ai l'impression de rêver, parce que ça, c'est bien un truc qui n'arrive que dans un rêve. Sans que cela ne se remarque trop, je glisse discrètement ma main sous ma jupe et, force m'est de constater qu'effectivement, je ne porte pas de petite culotte. Quand j'étais jeune, plus jeune, j'aimais bien sortir sans slip. Avant, ça me donnait une sorte de disponibilité implicite. Mais maintenant, à mon âge, ça me donne une disponibilité explicite. Ce qui me fait à nouveau penser que je me trouve dans un rêve et qu'un passager va me baiser dans les toilettes de l'avion, le fantasme du voyageur. Soit. Le voyage dans les nuages se passe bien jusqu'au moment où une voix dans les haut-parleurs annonce « We have some plane, just stay quiet and you will be okay ». Personne ne comprend ce qui se passe. Moi, encore moins, je comprends rien à l'anglais. Une hôtesse de l'air court, en panique, vers le cockpit. Mon voisin la retient et lui demande « Is this real world or exercise ?» L'hôtesse ne répond pas et continue son chemin vers le cockpit. Je demande à mon voisin ce qui se passe. Il ne me répond pas. Il ne comprend que dalle au français. Ce qui me fait à nouveau penser que je me trouve dans un rêve qui est en train de tourner à une vitesse grand V au cauchemar. J'ai bien peur de me retrouver dans un avion détourné, sans petite culotte. Et je me demande bien ce que je vais pouvoir faire, comment je vais pouvoir réagir, que faire de mon corps, de mes émotions, disons, le cauchemar du mal-être. La voix dans les haut-parleurs me ramène à la réalité. Nobody move, everything will be okay, don't try to make stupid move. Et là, je me dis que ça va mal se terminer. Mais curieusement, je ne panique pas. Je suis d'un calme olympien. Je reste sagement assise sur mon siège, mets ma ceinture de sécurité et je regarde par la fenêtre tandis que dans l'avion c'est le bordel complet. À travers la fenêtre, je vois un immense tapis de nuages. À cette hauteur, il règne une telle paix, une telle quiétude. Et puis soudain, l'avion pique du nez vers le tapis de nuages. Dans l'avion, la plupart des passagers deviennent hystériques. D'autres sont résignés. D'autres encore téléphonent à leur mari, femme, amant, maîtresse, enfant, chien, chat, canari. Lorsque l'avion perce le tapis de nuages, de violentes secousses traversent la carlingue de l'avion. Et puis, sortant des nuages, je vois un désert. Un désert à perte de vue. Et au milieu de cette stérilité sans fin, de cette absence totale de fécondité, une ville. L'avion pique du nez avec un bruit atrocement strident vers la ville. Celle-ci se rapproche à une vitesse vertigineuse. Et normalement, c'est à ce moment-là qu'on se réveille. En pleine sueur, le cœur battant la chamade. J'aurais dû me réveiller de ce mauvais rêve. Je me pince 1000 fois, mais malheureusement, je suis bien dans ce foutu avion qui va s'écraser. Je vois la ville se rapprocher à une vitesse grand V. Ensuite, je suis éjectée de mon siège, de l'avion, de mon propre corps. Ce n'est toujours pas un rêve.
Même pas un cauchemar, même plus une réalité. Je me retrouve complètement démunie, dépossédée, dépouillée. Bon, déjà, à l'aéroport, les choses avaient mal commencé. À la douane, ils ont confisqué mon parfum. C'est comme s'ils avaient confisqué le droit d'éveiller le désir. Vous voulez un vibromasseur? Ensuite, j'ai eu droit à une fouille corporelle complète. Ils ont confisqué mon tampax. Surplus de poids. Ben, c'est comme si je ne pouvais plus avoir de règles. Ou des boules de geisha? En arrivant ici, une chaleur intense pénètre ma peau, qui se dessèche, se craquelle instantanément. Gel lubrifiant? Rétroplug? Je peux tout vous livrer. Mon beauty case, avec mon vernis à ongles, mon rouge à lèvres, mon mascara, mon fond de teint, toutes mes crèmes. Détruits à l'atterrissage, bête et brutal. De plus, j'ai dû retirer mes talons hauts pendant l'évacuation de l'avion par le toboggan. Je n'ai plus rien, totalement larguée, complètement dépouillée. J'ai même été éjectée de mon propre corps. Du moins, j'ai cette impression. Bon, récapitulons. Normalement, j'aurais dû me trouver dans mon lit, me réveiller, déjeuner en silence avec mon mari, ma fille, mon fils. Ensuite... C'est toute une technique que d'être une femme. En talons hauts, la partie supérieure du corps de la femme est projetée vers l'avant, ce qui a pour effet de modifier l'axe corporel. Pour compenser ce déséquilibre, les muscles du dos se rétractent et augmentent la lordose lombaire. Et cela peut provoquer des problèmes de dos. Il faut soigner son dos. Surtout à votre âge, vous faites quoi, 50, 55? Et vous? 55, 60? Vibromasseur, boule de geisha, rétroplug. Vous tenez le sex shop local? Je suis censée accueillir. C'est ce que vous êtes supposé faire. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites alors lorsque vous n'êtes pas censé faire ce que vous êtes supposé faire? Vous pouvez dire tu. Tu peux dire vous. Vous maltraitez les chiens? Moi? Non. Pourquoi me demandez-vous ça? En fait, moi, je suis actrice. J'étais actrice, très demandée. Et vous? Je suis toujours active. Je veux dire professionnellement. Je contribue au redressement économique de mon pays. Et croyez-moi, pour redresser tout ça, il y a encore beaucoup de travail. Mais vous ne redressez plus grand-chose. À partir de 40 ans, les actrices sont en pré-retraite. Les metteurs en scène préfèrent nettement les jeunes et jolies et baisables et pas chers. De plus, il n'y a pas beaucoup de rôles pour la catégorie des 40 ans et plus, à part la mégère, la vieille fille, la femme alcoolique, la grand-mère gaga, la secrétaire de direction chiante, la bonne femme qui tue ses gosses. C'est effrayant, triste et humiliant. Et l'actrice très demandée devient très quémandeuse. Et puis à partir de 50 ans, il y a le mari qui regarde le corps de l'actrice comme un objet hideux non identifié. Il recherche en vain les formes et les courbes qu'il a tant aimées et caressées. C'est insupportable, odieux, blessant. Et l'actrice quémandeuse devient très désertée, démodée. Et pourtant, à 50 ans, la femme devient une experte sexuelle. Elle baisse bien mieux qu'une petite jeune de 25 ans. À 50 ans, la femme est beaucoup plus aventureuse au lit. Elle prend le temps. Elle expérimente, non pas parce qu'elle se cherche, mais uniquement pour le plaisir. Mais je crois que cette expérience fait peur à l'homme. Il a peur de ne pas être à la hauteur. Avec une petite jeune, il appuie sur un bouton. Et elle est déjà excitée. Tandis qu'avec une femme de 50 ans, il doit appuyer sur au moins 30 boutons pour qu'elle soit excitée. Il faut être un expert pour baiser une femme de 50 ans. 30 boutons? 38 boutons, aux dernières nouvelles. Et vous savez où il se trouve? Et le regard du mari s'est finalement détourné du corps de l'actrice vers d'autres morphologies moins antiques, plus récentes, plus modernes, plus contemporaines, délaissant le répertoire. Il vous a quitté pour une petite jeune.
à la place de la pension alimentaire qu'il ne voulait pas payer. Il a bombardé, attaché socio-culturel, dans cet endroit désertique où les avions viennent s'écraser. Alors, elle réceptionne les naufragés du temps qui s'arrêtent, les victimes des rides, de la peau sèche, les sinistrés des atrophies vaginales, les détraqués hormonales, les détraqués des troubles urinaires, les brisés, les cassés. Et parmi ces corps déchiquetés, broyés, laminés par ces ours de l'aiguille de l'horloge, me voici en plein dans le cauchemar de la femme débris, dépouillée de ma féminité et sans slip. Et vous, ex-actrice, attachée socio-culturelle, vous réceptionnez avec du sexe à piles. Ah, du sexe à piles, moi, vous trouvez? Oui, non, je veux dire du sexe avec des piles, ces trucs que vous vendez. J'ai d'autres accessoires ou commodités. Et j'ai aussi certaines activités à vous proposer. Et vous êtes sûr d'être au bon endroit pour vendre ces choses-là? Et vous? Vous êtes sûr de vous trouver au bon endroit? Ni le bon endroit, ni le bon corps. Je ne reconnais plus ce foutu corps déréglé qui semble renoncer à la vie, qui se résigne, qui devient insomniaque, irritable, triste, insensible surtout, qui devient difforme, qui subit les assauts de la gravité, qui a tendance à devenir disproportionné, un corps qui ne vit plus au rythme des 28 jours. Merde quoi! Qu'est-ce que je dois faire avec ce corps? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Merde quoi! Un corps féminin est supposé être spectaculaire. Grâce à ses courbes vertigineuses, ses cambrures hallucinantes, le corps de la femme en mouvement, c'est l'harmonie parfaite des lignes et des formes rythmées par le cliquetis des hauts talons sur la pierre. Lorsqu'une femme marche dans la rue, elle devient un effet optique qui installe une autre réalité, moins directe, moins palpable, plus abstraite, soit. Sur le catwalk et la rue, les femmes, nous devenons des êtres extra-humains, des entités surnaturelles. Et le regard de l'homme se love dans les plis de sa robe, effleure sa taille, frôle ses seins, caresse son cou pour finalement atteindre ses yeux, où elle voit dans les yeux de l'homme la beauté du désir. Un corps féminin, il faut pouvoir ressentir son caractère, son tempérament du jour avant de choisir le vêtement adéquat, la couleur appropriée, la coupe qui se marie parfaitement avec le tempérament du jour. Va-t-on choisir une coupe assez stricte ou bien le contraire? Car il s'agit d'intensifier la beauté d'un corps, de la rendre plus subtile. Habiller un corps féminin, c'est aussi bien le voiler que le dévoiler. Et puis, il y a le décolleté, évidemment. Cette invitation à jeter un regard plus ou moins discret sur certaines parties exclusives de la femme. Chaque jour, cette invitation peut changer de tonalité. Va-t-on être généreuse ou pudique? C'est ça qui est génial dans un corps féminin. On peut le rendre délicat, trivial, canaille, subtil, mais jamais invisible. Pourquoi je me fais éjecter tout ça? Au début, je ne m'en suis pas rendu compte. Lorsque le regard des hommes a commencé à se déplacer vers ma fille qui marchait à côté de moi. J'en ai tiré une certaine fierté. Et puis, peu à peu, j'ai réalisé que c'était elle qui devenait l'objet de convoitise. Bientôt, elle me laissera les restes. Les regards presque éteints de quelques pervers ou paumés aussi, qui préfèrent les bobonnes, je suppose. Je m'entends parler comme si je regrettais de ne plus être une femme objet, alors qu'un féministe convaincu. Vous aimez beaucoup les chiens? Mais pourquoi est-ce que vous me parlez toujours de chiens? Simple curiosité. Toutes les fonctions de femme s'éteignent ou s'atrophient peu à peu dans mon corps. Je suis embarquée dans une chronique d'une lente mort cellulaire annoncée. C'est comme si dans notre cuisine, on nous retirait la machine à laver, le séchoir, le micro-ondes, le réfrigérateur. On contemple ce qui reste dans la cuisine. Une table avec des chaises en formica, des armoires, de la vaisselle incomplète,
Et puis lui, assis sur une chaise, un abat-jour sur sa tête. Peut-être que mes pensées se dégradent aussi. Ah non, non. Décidément, je ne suis pas au bon endroit. Bon, récapitulons. Normalement, j'aurais dû me trouver dans mon lit, me réveiller, déjeuner en silence avec mon mari, ma fille, mon fils. Ensuite, me préparer, douche, soigner ma peau minutieusement, me maquiller méticuleusement, choisir mes vêtements consciencieusement. C'est tout un art d'être une femme. Non seulement il faut gérer sa déchéance physique, mais il faut aussi gérer les départs. Surtout à votre âge, vous faites quoi, 50, 55 ? Et vous ? 55, 60 ? Il faut beaucoup de talent pour accepter les départs, pour accepter le fait de se faire plaquer. Et j'en avais des tonnes de talent pour ça. Quand je jouais, on me donnait toujours ce rôle-là. La femme se fait quitter par le mari, l'amant ou n'importe qui. Et je devais rester digne, même si à l'intérieur tout implosait. Je ne pouvais pas montrer la souffrance, surtout pas montrer que j'avais envie de me venger. Partir furieuse, claquer la porte derrière soi, on ne m'a jamais donné ces rôles-là. Est-ce que j'ai une tête à être quittée ? Est-ce que j'ai une tête à être quittée pour une petite jeune ? Je dois répondre ? Oh, vous par contre, vous avez une tête à claquer les portes ! Quitter quelque chose ou quelqu'un, c'est le genre de décision que j'ai toujours remis à demain. Mon premier mari, lui, il savait quitter. C'était clair et net. Comme un coup près. D'un jour à l'autre, écoute, ça va plus, je ne t'aime plus, je te quitte. Et après 10 ans de mariage, il s'en est allé, sans se retourner, sans claquer la porte, me laissant avec son fils et sa fille en train de pleurer dans mes jupes. Ça s'est passé tellement vite que je n'ai pas très bien compris. J'avais passé 10 années le nez sur le guidon, réglant les problèmes des autres, et puis lui, tout à coup, écoute, ça va plus, je ne t'aime plus, je te quitte. Il est vrai qu'il était en plein dans sa crise des 40 ans. La crise du « qui suis-je ? Où vais-je ? Suis-je réellement tellement con ?» Je lui en ai voulu. Mais d'un autre côté, j'avais aussi de l'admiration pour lui. Tout quitter comme ça, d'un seul coup, sans aucun remords, sans état d'âme. Mon deuxième mari, un jour il m'a dit il n'y a jamais eu un moment où j'ai vraiment pris la décision de t'aimer et je m'en excuse. Décide-toi, je lui dis. Depuis, il n'a plus jamais abordé le sujet. Ah, je le soupçonne de vouloir tout quitter, famille, boulot. Peut-être que dans sa tête, il m'a déjà quitté. Et puis, je n'en sais rien en fait. Les hommes, on ne voit jamais ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils pensent au moins? Et puis, il y a les autres départs aussi. Il y a vos parents qui vous quittent et vous avancez d'une chaise à l'église et vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de chaise à côté de vous pour avancer. À la mort de ma mère, c'est comme si mon vagin s'était soudainement libéré de toute obligation, de toute contrainte. Je n'ai jamais aussi bien fait l'amour qu'après sa mort. C'était troublant. Pourtant, ma mère, c'était quelqu'un de bien. Tant mieux pour vous. Et puis, il y a les enfants aussi. Ils grandissent et puis un jour, le nid vide. Ah, mon fils et ma fille, ils ne pensent qu'à ça. Quitter le nid familial. Leurs valises sont déjà prêtes, pour ainsi dire. C'est bien triste. Je passe mon temps à subir les départs, probables ou non. Et puis un jour, le patron vous appelle et vous êtes viré pour raisons économiques. Vous vous retrouvez seule, toute seule, atrocement seule, après le trop-plein, le plus rien. Et puis certaines parties de votre corps aussi vont vous quitter. Un sein, peut-être deux. Oh, c'est cruel, très cruel. Vous le faites exprès? Comment? J'ai comme l'impression que vous vous foutez de moi. Je n'aime pas votre empathie. Il n'y a qu'une seule chose qui est vraiment importante. Et c'est... Vibromasseur, boule de geisha, rétroplug. Je recommande les boules de geisha, vous les portez dans la journée. Et après, vous baisez avec n'importe qui. Je vous assure, un pur délice puisque vous êtes déjà lubrifié et au summum de l'excitation. Mais vous ne pensez qu'à ça? J'ai également
des guêpières rouges et des bas noirs. Hérésie. Il est temps de prendre des décisions, surtout à votre âge. Vous êtes vraiment toujours obligé de revenir sur mon âge. Et avec tout ça, je vous offre gratuitement une boîte de pilules Climène. Mais si ça ne vous intéresse pas, j'ai aussi d'autres activités à vous proposer. Être quitté a des avantages. Ah, on peut blâmer l'autre. On peut s'apitoyer sur soi-même. Quitter demande une telle force de caractère, de volonté. Et rester demande aussi beaucoup de courage, non? Mais vous avez un courage illimité. Vous vous promenez sans slip, ça demande beaucoup de courage, surtout à votre âge. Ne le dites pas. Ça se remarque tellement. L'absence d'un slip. Cela vous donne une certaine disponibilité explicite. Vous trouvez? On attendra les résultats de la boîte noire pour confirmer. Mais vous dites n'importe quoi! Bon, allez, je vous fais un prix, le kit complet de la femme ménopausée, seule et insatisfaite, vibro plus boule plus... Non, arrêtez! Je ne suis pas intéressée! Je n'ai pas besoin de tous ces... Je n'en suis pas encore là, hein, que je me vois obligée de remplacer un homme par ces choses-là. Enfin, j'ai encore quelques options quand même. Des choix. Ces choses-là ne vous déçoivent jamais. Ça fonctionne toujours. Les grands avantages, elles ne parlent pas. Et elles ne vous quittent jamais. Mais si ça ne vous intéresse pas, on peut aussi aller baiser. Parce que vous tenez aussi le bordel local. C'est ainsi que vous réceptionnez les femmes ménopausées. D'abord le sex shop et ensuite le bordel. Je peux aussi vous proposer un lifting, du botox, liposuction, prothèse mammaire. Non, merci! Ah, il y a aussi un musée à visiter. N'importe quoi! Vous employez ces machins. Moi, non. Sauf les boules de geisha. Votre dernier orgasme remonte à quand? Il n'a jamais trouvé les 38 boutons? C'est compliqué. Mais vous, il vous a vraiment quitté pour une petite... C'est compliqué. Hein. C'est compliqué.